Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont sur place et surtout les nombreuses connexions sur Zoom à notre première FLM de l'année qui commence notre série. Donc c'est une FLM débat. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat. Et nous allons discuter avec lui du rapport qui est sorti juste avant, je pense, le confinement, ou juste après. Oui, et d'ailleurs, notre FLM était prévu pour ces moments-là, donc indifféré, mais quelque chose qui reste d'actualité pendant les 24 heures, par ailleurs, du climat. Et donc, je vais lui laisser la parole, juste en précisant que on prendra les questions sur Zoom et on les transmettra aussi ici dans la salle pour animer le débat. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Merci Anna. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, c'est bon. Okay. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir d'ouvrir la saison, enfin votre saison, avec la présentation de notre rapport annuel. En fait, je vais procéder de la manière qui suit. Je vais faire un petit rappel de contexte, que ce soit la présentation du Haut Conseil ou le contexte climatique ou le travail annuel qu'on a fourni au Conseil, rapidement. Et puis ensuite, je vous présenterai le rapport annuel que nous avons publié début juillet 2020. Et pour information, je vous rappelle aussi que nous avons édité une version grand public qui a été publiée il y a une dizaine de jours, je crois, à peu près, et qui, comme l'an dernier, se veut être une synthèse vraiment, en fait, pour toutes et tous, du rapport annuel avec... alors, c'est beaucoup moins dense parce que ça fait 16 pages au lieu de 160, donc ça se lit plus vite. Il y a plein de petits graphiques. Et voilà, ça met ces enjeux à la portée de tout le monde, ce qui est aussi à nos objectifs. Donc, très rapidement, un petit rappel sur ce qu'est le Haut Conseil pour le climat. Alors, attendez, il faut que j'arrive. Voilà. Donc, le Haut Conseil pour le climat, c'est un organisme neutre indépendant donc, qui était créé en fin 2018 et puis installé fin 2018 et puis légalement créé en 2019. Donc suite à l'initiative du président de la République. Donc c'est un organisme neutre indépendant qui ne peut recevoir légalement aucune instruction d'aucune entité, ni privée ni publique. Et son objectif est d'émettre des avis indépendants et objectifs basés sur la science, comme on dit, sur l'action climatique du gouvernement et d'évaluer la cohérence en fait des politiques climatiques nationales avec la stratégie nationale bas carbone. Qui est adopté par la loi et les objectifs qu'on s'est fixés. Le Haut Conseil pour le climat peut faire des recommandations de politique publique et vise à éclairer les débats de manière neutre et indépendante. Alors, j'ai un petit problème pour... J'arrive, j'essaie juste de changer le... Voilà. Donc, la mission du Conseil pour le climat s'articule autour de deux types de publications. Il y a un rapport consultatif annuel qu'on a décidé de publier au mois de juin qui indique où est-ce qu'on en est du respect de la trajectoire des émissions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il en est de la mise en œuvre et de l'efficacité des politiques publiques climatiques. Donc, tant sur la réduction des émissions que sur le développement des puits de carbone, la réduction de l'empreinte carbone et puis aussi le développement des politiques d'adaptation qui, pour l'instant, avait été un focus premier de l'attention du Haut Conseil. Mais on va forcément y venir parce que on va devoir s'adapter aux impacts du changement climatique.
Et puis aussi, on est censé rendre un avis tous les 5 ans donc dans le cadre de la préparation quinquennale de la SNBC. Par ailleurs, le Conseil peut être saisi par le gouvernement, les présidents des chambres, président du Conseil économique, social et environnemental, ou s'autosaisir en fait, de tout sujet portant sur les politiques climatiques. Donc ça donne un champ d'action assez large et même presque trop large pour la petite équipe que nous sommes, puisqu'en fait, on a pas mal de demandes et pour l'instant, on ne peut pas, pas donner suite à tout. Si vous pouvez couper, si tout le monde peut couper le micro, sauf Monsieur Fontan, ça serait bien, merci. Donc, ah oui, en fait, ça a beaucoup plus. Ok. Voici les membres du Haut Conseil. Il y a 13 membres actuellement. Alors, le fonctionnement du Conseil en cela est assez intéressant parce qu'il fonctionne au consensus. Oui, c'est juste un webinaire. Ce qui définit le rapport du Haut Conseil a reçu l'agrément de l'ensemble des 13 membres. Et l'avantage d'avoir 13 membres, c'est qu'on a un panel d'opinions très, très divers, avec des horizons très complémentaires. Donc, on a pas mal d'économistes, donc ils ont des tas de raisons de ne pas être d'accord sur des tas de choses, comme vous pouvez l'imaginer. Mais aussi, on a des ingénieurs, on a des agronomes, on a des représentants des sciences humaines et sociales, géographie, sociologie. On a des gens qui sont plus versés dans les politiques publiques ou voir la négociation diplomatique. Donc, ça nous permet de couvrir vraiment l'ensemble, et puis on a évidemment des scientifiques en premier lieu. Donc, ça nous permet de couvrir l'ensemble des aspects des politiques climatiques et d'essayer d'émettre des avis, des commentaires les plus justes et les plus objectifs possibles, et en tout cas qui sont consensuels. Donc, ce qu'on écrit, généralement, fait l'objet de discussions. Les travaux du HSC jusqu'à maintenant, donc on a eu un premier rapport annuel en juin 2019, on en a fait une version grand public sortie en septembre. Fin 2019, on a sorti une lettre sur le pacte productif de Bruno Le Maire qu'on lui a présenté. Et puis on a rendu aussi un rapport sur l'évaluation des lois en regard du climat à la fin de l'année précédente. Pendant le confinement, on a sorti un rapport spécial qui n'était pas attendu sur les liens entre climat et Covid et les leçons qu'on pouvait en tirer pour l'un ou l'autre. Et puis en juillet 2020, on a sorti notre second rapport annuel qui a été complété par un rapport grand public donc en septembre. Par ailleurs, en plus, après notre rapport annuel en 2019, le gouvernement nous a saisi de 3 rapports. Donc, il y en a un premier sur l'évaluation des lois qu'on a rendu à la fin 2019. Et puis, il y a 2 autres thèmes dont on a été saisi par le gouvernement. Donc, le premier, c'est une analyse comparative avec d'autres pays, principalement européens, des politiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, c'est un rapport qu'on compte sortir fin octobre, tout début novembre 2020, probablement, première semaine de novembre. Et puis, une étude méthodologique pour mieux déterminer l'empreinte carbone des produits importés en France. Mieux savoir quels sont les tenants et les aboutissants de l'empreinte carbone, comment est-ce qu'elle est calculée, et éventuellement quelles sont évidemment les politiques publiques qui pourraient permettre de jouer sur l'empreinte carbone. Donc ça, c'est un rapport qu'on espère sortir d'ici une quinzaine de jours. En tout cas, ce sera le prochain rapport du Conseil pour le climat, c'est le rapport sur l'empreinte carbone. Et puis pour l'an prochain, on a commencé à travailler sur les enjeux de l'agriculture. Dont on doit encore mieux définir le périmètre parce que ça peut être extrêmement large, l'agriculture. Et puis ensuite viendront probablement les transports. Et puis et aussi d'ici la fin de l'année, on rendra un avis sur la 5G, puisque le président du Sénat nous a demandé de donner notre avis sur l'impact en termes d'émissions de la 5G. Donc on répondra à tous nos amis. Un petit rappel sur l'état des lieux du climat. Je vais pas être très très long parce que je sais que c'est pas le sujet, mais c'est juste pour rappeler le contexte.
Apparemment, les apparaissants, on ne connaît pas. Ah, d'accord. En fait, ce qui est partagé, c'est cet écran. Ah, ok. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, ok. Donc, j'arrête de partager ça. Désolé pour la. Et donc, il faudrait sélectionner celui qui est ici, le deuxième écran. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok. Désolé pour la mauvaise manip. Donc, je reprends sur un rapide rappel sur l'état des lieux du climat. Donc, en 2018, on est déjà à plus 1 degré de réchauffement climatique global, de la température moyenne de surface au niveau du globe. 2019 était l'année la plus chaude enregistrée en Europe. Je vous ai remis les courbes historiques pour vous rappeler, non pas pour rentrer dans la controverse des mesures ou les détails des mesures, mais là vous avez en fait les reconstitutions des températures passées avec les modèles, avec les différents modèles, c'est les courbes de couleur. À partir du moment où c'est sombre à la fin, c'est que c'est des courbes, c'est des températures qui sont mesurées. Donc, je vous ai mis la période des 12 000 dernières années, donc depuis la fin du Paléolithique, grosso modo. Et puis en bas, vous avez la période des 2000 dernières années, qui fait un peu plus le détail. Et donc, vous voyez que l'augmentation de température que nous connaissons est sans précédent dans l'époque récente, mais surtout est extrêmement rapide. Et ce qui nous pose évidemment tous les problèmes d'adaptation et d'impact climatique. Et par ailleurs, pour votre information, l'année 2019-2020 n'est pas beaucoup plus optimiste. On peut voir ça notamment à cause des évolutions qu'il y a dans la zone arctique et sur les glaciers. La zone arctique, on appelle souvent ça le canari dans la mine parce qu'on sait qu'elle réagit en fait avant le reste de la planète au réchauffement climatique. Et là, on a des évolutions très préoccupantes sur le permafrost, sur les incendies en zone arctique qui ont commencé l'an dernier, qui ont commencé cette année le 4 mai, même très tôt, sur la fragilisation des glaciers du Groenland qui ont perdu 500 gigatonnes de masse l'an dernier, donc c'est 4 fois la moyenne annuelle des 10 ans précédentes. Il en va de même pour l'Antarctique, pour les glaciers de haute montagne. Donc voilà, la tendance est plutôt préoccupante, s'il était besoin de le rappeler. Un petit rappel sur où est-ce qu'on en est des émissions au niveau mondial. Donc vous voyez, j'ai pris les courbes depuis 1950, parce qu'avant ça avait un petit peu moins d'intérêt, c'était l'intérêt historique. Mais vous voyez donc l'évolution sur les 70 dernières années et la répartition actuelle des émissions mondiales, donc en proportion des grands ensembles politiques. Vous avez donc l'Europe, l'Union européenne et puis l'Europe en général. En bas, donc États-Unis et Chine qui font aujourd'hui plus de la moitié des émissions globales. Et toujours une portion extrêmement restreinte pour les pays en développement, même si la part des pays émergents s'accroît. Donc, bon, je ne reviens pas sur l'explosion des émissions chinoises depuis les années 90, mais c'est évidemment une excellente illustration de l'histoire économique récente. Donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement, c'est ce qu'on entend souvent, avec une part de responsabilité extrêmement forte des États-Unis et de la Chine. Mais on a un autre argument qui nous est retourné quand on est en pleine négociation climatique avec ce monde émergent, ce monde en développement, c'est la responsabilité historique de tout ça. Et donc je vous ai mis les émissions cumulées par région et le pourcentage de responsabilité de chaque région selon les époques. Donc tout ça, c'est pris sur le site de la Banque mondiale, hein, Our World in Data, comme c'est indiqué. Et vous voyez que là, forcément, pour un responsable politique ou un négociateur d'un pays émergent, ce graphique a aussi une valeur qui est de dire, mais attendez, le mal et l'impact qu'on subit aujourd'hui, c'est quand même très largement dû au pays de l'OCDE, on va dire, en général. Et donc, voilà, il y a des enjeux en termes de responsabilité et d'action qui doivent être pris. Voilà, c'était juste un bref rappel. Je vais pas m'apesantir dessus parce que c'est pas le sujet, mais je pense que ce sont des notions qu'il faut quand même toujours avoir
à l'esprit quand on parle de climat. Voilà la tendance récente donc des émissions de CO2 globales. C'est pas tous les gaz à effet de serre, c'est juste le CO2 là. Donc voilà, une croissance non-stop. Et un petit rappel sur les trajectoires et les objectifs. Donc voilà, donc en haut vous avez la courbe des émissions depuis 1850 prévue avec 3 courbes possibles d'émissions. Et en bas, donc en haut c'est les températures, pas du tout les émissions. En haut ce sont les températures et en bas ce sont les émissions de CO2. Et vous avez donc les courbes de diminution des émissions de CO2 qu'il faudrait suivre pour obtenir les courbes de température de la même couleur. Donc vous voyez que selon les objectifs qu'on a, donc je rappelle que pour l'accord de Paris c'est bien en dessous de 2 degrés, si possible 1,5 degré. Donc ce serait plutôt les courbes vertes et bleues. Ça vous impose d'avoir une baisse des émissions de CO2 beaucoup plus drastique dans les années à venir, et y compris pour les courbes vertes et bleues, des émissions négatives ensuite, c'est-à-dire l'absorption du carbone en dehors de l'atmosphère pour pouvoir revenir à terme sur un objectif de température respecté, celui qui est indiqué par l'accord de Paris. Et en haut, en plus, vous avez en regard des différents seuils de température représentés de manière schématique les types d'impact et sur notre environnement. Donc évidemment la température, les précipitations, l'impact sur la biodiversité à la fois marine et terrestre, des fragilisations des zones polaires et des glaciers, et des impacts sur l'eau, sur la production agricole, sur évidemment la production de richesse, donc le PIB. Voilà, donc c'était pour que vous ayez un petit rappel de ce contexte avec voilà ce qui reste l'engagement des accords de Paris. Le petit trait violet étant la courbe des émissions que l'on suit actuellement. Donc on est loin de faire le job, pour le dire simplement. Très rapidement, enfin, et j'en terminerai là pour le contexte, on passera ensuite au travail du HCC. Vous avez donc les impacts à venir en France d'ici à 2050. Tout ça est indiqué dans le plan national d'adaptation au changement climatique édité par le ministère de la Transition écologique, avec évidemment des vagues de chaleur, la déperdition d'enneigement, des impacts sur le tourisme, des feux de forêt en augmentation, de la sécheresse, de l'impact sur les cultures. Donc vous retrouvez tout ça sur des informations qui sont évidemment tout à fait disponibles publiquement. Les objectifs de politique climatique nationale. Donc pour revenir sur les objectifs les plus récents, donc on a eu la première stratégie nationale bas carbone publiée en 2015. Ensuite, le plan climat en 2017. En 2018, on a eu ce projet de SNBC 2, donc l'adaptation de la deuxième projet de la SNBC. En 2019, l'approbation de la loi énergie-climat, donc il y a un moment important, j'y reviendrai. Et en 2020, la publication de la révision de la SNBC et la publication de la deuxième programmation pluriannuelle pour l'énergie. Voilà, j'arrête là pour le contexte. C'était juste histoire de bien resituer le cadre des travaux du HCC et de ce sur quoi on se prononce en fait. Donc très rapidement, le rapport neutralité carbone 2019, le premier que nous avons publié, je remets juste à l'écran les recommandations que nous avions faites l'an dernier. Donc, assurer la compatibilité des lois et des grands projets avec la SNBC, renforcer les politiques climatiques évidemment, puisqu'on constatait que la baisse des émissions n'était pas suffisante, et s'orienter sur une trajectoire, on va dire, de changement structurel qui intègre une transition juste et qui permette en fait d'intégrer les politiques climatiques à toutes les échelles. Tout en rappelant évidemment, parce que c'est un enjeu permanent, l'obligation d'évaluation des politiques climatiques. Alors, l'obligation d'évaluation des politiques publiques en général, parce qu'en France, on n'est pas extrêmement doué pour ça globalement, mais c'est d'autant plus vrai pour les politiques climatiques. Et donc ensuite, on a eu ces saisines du gouvernement dont je vous parlais tout à l'heure sur l'évaluation des lois en regard des objectifs climatiques, l'empreinte carbone et la rénovation thermique des bâtiments.
Donc, on a publié le rapport sur l'évaluation des lois en décembre 2019 pour rappeler que 3% des lois étaient évaluées sous l'angle environnemental, même pas climatique, environnemental en général, en comptant biodiversité. Et que donc il y avait vraisemblablement un effort à faire en ce sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails du rapport, vous le trouvez en ligne sur le site du HCC. Donc on rappelait l'intérêt et le besoin de l'évaluation des lois en rapport du climat, en disant qu'on n'avait pas besoin d'évaluer toutes les lois en regard du climat, évidemment, mais que en fait il y avait un enjeu quant à la production législative et des grands projets en regard de la SNBC, et qu'une méthodologie devait être définie en ce sens pour en fait accorder l'action publique, qu'elle soit législative, réglementaire ou budgétaire, en regard de la SNBC. Donc tout ça passait à travers d'études d'impact, de processus qui accompagnaient l'ensemble du processus législatif, c'est-à-dire en amont du processus législatif, pendant et après. Et on faisait des recommandations assez précises en ce sens qui, pour l'instant, ce jour, à ma connaissance, n'ont pas donné beaucoup de suite, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du Parlement. Donc voilà, c'était nos recommandations pour aider en fait à la réalisation de la SNBC, c'est-à-dire la réduction des secteurs tels que le bâtiment, les transports à la neutralité carbone, et les secteurs qui ne pourraient pas arriver à la neutralité carbone, comme l'agriculture et l'industrie, devant être compensés par les puits de carbone qu'on aura préservés et développés d'ici à 2050. Et donc, pour suivre cette trajectoire, parce qu'aujourd'hui, c'était 2015, mais 2020, c'est relativement peu différent. Jusqu'à 2050, vous voyez que la route est droite, mais la pente est raide. Et donc, pour suivre cette trajectoire, on a besoin d'évaluation au fur et à mesure de nos politiques publiques et de nos... C'était l'intérêt du rapport d'évaluation qui notait par ailleurs qu'aujourd'hui, les lois qui avaient le plus un impact sur le climat n'étaient pas des lois à spécifiquement parler climat. Parce qu'en fait, le climat est partout, c'est un peu comme la prose, on en fait sans savoir. Et qu'aujourd'hui, les grandes lois récentes, comme la loi sur l'orientation des mobilités, la loi sur le logement, sur l'alimentation, n'avaient pas prévu de dispositif d'évaluation particulier en regard du climat. Donc, on en proposait. Et à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucune évaluation qui a été faite en regard du climat, ni d'ailleurs, je crois, aucune évaluation globale qui a été faite de ces grandes lois cadres, ces grandes lois d'orientation des dernières années. Et là, donc, on c'était un peu sur la loi d'orientation pour des mobilités, mais bon, vous aurez compris quel était le message du Conseil pour le climat. Pendant le confinement, pendant le Covid, on a publié un rapport spécial, donc mieux prévenir, mieux guérir, parce qu'on a fait le constat qu'il y avait quand même des points communs entre les pandémies, donc les enjeux de la santé et les enjeux du climat, en termes d'enjeux en tant qu'enjeu global. Et d'abord qu'il y avait dans les deux cas un manque d'attention aux signaux d'alerte, puisque de Covid, on aurait probablement pu le voir venir un petit peu plus tôt à partir des premiers événements qu'il y avait en Chine. Pour le climat, ça fait aussi longtemps que des scientifiques nous alertent sur l'état de la planète. Donc il y avait un manque de préparation et de prévention, et en plus dans les deux cas, on a vu que la vulnérabilité des populations était aggravée par les inégalités. Tout ça on a vu ça dans le cas du confinement, c'est dans le cas de la transmission de la pandémie. Ce sera évidemment le cas, c'est déjà évidemment le cas pour les impacts du changement climatique. Donc on disait aussi que pendant le rapport que les émissions avaient baissé de 30% durant le confinement, donc c'était évidemment historique et énorme, mais que c'était ni souhaitable ni durable, parce que c'était absolument pas structurel, c'était pas le genre de choc qu'on recherchait pour réduire les enjeux climatiques. Et donc on faisait des recommandations en disant il va forcément y avoir des plans sortis de crise, et il faut que ces plans intègrent l'enjeu climatique dans l'ADN, je dirais, de ces plans, et prioriser les actions qui contribuent à la fois évidemment à réparer le tissu économique, les emplois, etc., et qui contribuent en même temps à la transition carbone, et pour assurer une relance verte et pas grise. Donc on faisait toute une série de recommandations à partir des enseignements. Je vais pas les redétailler. Là encore, vous trouvez le rapport qu'on a publié en avril en ligne.
il est évidemment daté, mais il se lit encore bien. Enfin, il y a des choses qui sont toujours d'actualité et qui seront, enfin, on a dit malheureusement, qui sont d'actualité pendant longtemps. Donc, on proposait déjà des mesures budgétaires et fiscales à déployer, puis évidemment une mobilisation internationale, puisque tout ceci étant des enjeux globaux, il faut qu'on fasse notre travail au niveau national, mais il faut aussi qu'on contribue à l'effort international. Et la France a plus qu'un petit rôle à jouer, en tout cas un rôle à jouer qui va bien au-delà de sa simple responsabilité en termes d'émissions. Voilà, j'en viens au rapport qu'on a publié en mois de juillet. Voilà, j'espère que le contexte est clair et que la trajectoire de nos travaux est claire. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses on est là que depuis 1 an et demi, mais qu'il y a déjà des choses qu'on répète à satiété. Donc, dans ce rapport, on évalue, on rappelle quelle est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en France. Cela ne vous surprendra pas, mais elle est toujours trop lente et insuffisante. La diminution des émissions de gaz à effet de serre en France était de 0,9% en 2019 par rapport à 2018. Donc, les émissions françaises diminuent, mais elles diminuent insuffisamment, puisque sur le budget carbone actuel, nous devrions avoir des baisses de 1,5% par an. Et à compter de 2025, notre baisse annuelle devrait être de moins 3%. Donc, ça veut dire qu'on est encore loin du compte. La baisse temporaire des émissions de CO2 liées au confinement a été évaluée entre janvier et mai à 13%. Donc, c'est évidemment énorme, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne répond pas aux enjeux de transition bas carbone. C'est-à-dire, se transformer en un monde bas carbone, ça n'est évidemment pas se confiner et rester chez soi et mettre l'appareil économique à l'arrêt. En tout cas, il y a des solutions pour faire mieux et autrement. Donc voilà, la France n'est toujours pas sur la trajectoire qu'elle s'est fixée pour la neutralité, vers la neutralité carbone. Donc dans ce rapport, on évalue aussi les évolutions législatives en France ces dernières années, au cours de l'année dernière, pardon. Là, on en a distingué deux. D'abord, la publication de la loi énergie-climat, parce que c'est un texte important qui inscrit l'urgence climatique dans la loi. On verra ce que ça donnera plus tard en termes d'impact juridique éventuellement devant les tribunaux. Elle donne des objectifs et des moyens. Elle inscrit l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans la loi. Donc, ce sont des dimensions importantes. Malheureusement, contre notre avis de l'an dernier, elle a accru les budgets carbone qu'on se donnait sur les 5 prochaines années. C'est-à-dire que, grosso modo, le déficit carbone qu'on a enregistré les 5 dernières années a été reporté dans nos budgets futurs. Donc, on ne doit pas, on n'est pas en position on n'a pas d'obligation de rattraper ce déficit. On a juste accru notre passif à travailler dans les prochaines années. Et puis, cette année aussi, on a eu la révision de la stratégie nationale bas carbone. Ce qui est très bien, ce qu'on déplore dans le rapport, c'est que ça n'est pas encore un cadre de référence pour l'action publique. C'est encore trop une stratégie de niche au lieu de s'imposer à l'ensemble, alors qu'elle devrait s'imposer à l'ensemble des secteurs de l'action publique. On n'a pas dans la SNBC de mesures de substitution au gel de la taxe carbone, et ça, on le regrette fortement, parce que le Conseil a écrit dès 2019 que la taxe carbone, un prix du carbone c'est important, que la taxe carbone c'est un instrument puissant qu'on doit utiliser, évidemment avec tout un tas de caveats sur son acceptabilité sociale, sur la transition, sur les aspects de justice sociale, mais qu'on doit l'utiliser. Et comme elle n'a pas été gelée, on a un problème aujourd'hui, parce qu'en fait, grosso modo, on a un trou dans la raquette d'environ 30% des mesures qui doivent nous permettre de nous mener à la neutralité carbone. Donc voilà, on a grosso modo un manque de fermeté et de vision structurelle et transversale dans cette stratégie nationale bas carbone qu'on déplore, au-delà de la qualité de l'exercice et de l'effort qui... L'outil est juste, mais il demande d'être renforcé. Donc voilà nos constats, les constats qu'on fait dans le rapport annuel. Qu'on a des renforcements des politiques climatiques, mais que globalement, ça reste trop isolé, c'est pas assez structurel, c'est pas assez transversal, et qu'il faut accélérer le rythme et reprendre le cap qui est un petit peu
qui est un petit peu dévié. Et on se plaint encore de l'évaluation des lois, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, rapidement, quel est le profil des émissions nationales de gaz à effet de serre? Grosso modo, c'est un tiers pour les transports. Et ensuite suivent à quasiment ex aequo l'agriculture, les bâtiments et l'industrie. Et puis, plus marginalement, on a la transformation d'énergie et les déchets. Et aujourd'hui, les puits de carbone compensent 5,8% des émissions nationales. Et c'est important de suivre ça parce que ce sont, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en 2050, c'est avec ces puits qu'on va compenser ce qu'on ne peut pas réduire à la neutralité carbone. Donc, plus on aura des puits forts, on va avoir besoin d'avoir des puits conséquents pour absorber tout ça. Un petit détail sur les 4 principaux secteurs. J'ai repris les graphiques qui sont un peu d'un autre style, mais du rapport grand public, pour rappeler que sur les transports, 94% des émissions des transports sont des transports terrestres, des transports routiers. Et en fait, 52%, c'est la voiture particulière. Donc, on voit tout de suite quels sont les enjeux. Pour l'agriculture, c'est à peu près réparti équitablement entre l'élevage et les cultures. Et pour les bâtiments, relativement équitablement entre les logements et aussi le tertiaire, donc l'énorme enjeu du tertiaire, alors que pour l'industrie, c'est beaucoup plus éclaté en termes d'enjeux. Là, vous avez ensuite les tendances dans les émissions sectorielles, donc avec des baisses dans tous les secteurs, sauf le transport, qui est le seul secteur qui n'a pas diminué depuis 1990. Ce qui montre bien l'obstacle majeur, la difficulté. Enfin, là, il y a un os dans la mise en œuvre des politiques climatiques. C'est vraiment le transport. On n'y arrive pas. Non seulement on n'y arrive pas, mais en plus, on empire la situation. Et voici quelles sont les tendances dans les émissions sectorielles en France. Donc ça, c'est 2019 par rapport à 2018. Donc, vous voyez, avec des efforts à peu près notables qui ont été faits dans le bâtiment et l'agriculture. Mais encore une fois, le transport n'est pas du tout à la hauteur de la baisse qu'on aurait dû avoir. Je passe sur les tendances relatives aux échanges internationaux qui, avec le transport aérien qui continue à monter, et des émissions exportées et importées qui augmentent sensiblement, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur qu'en 2018. Et je m'arrête un petit peu plus sur le premier budget carbone, donc le budget 2015-2018, donc qui n'a pas été respecté. L'objectif a été respecté uniquement pour les transformations d'énergie, donc en orange à droite de l'écran. Par contre, vous voyez qu'il y a un déficit, un objectif manqué sur ces 4 années pour, encore une fois, le transport, j'ai l'impression de me répéter, et aussi le bâtiment et marginalement l'agriculture. Donc, sur ce deuxième budget carbone qui fait 2019-2024, il faut évidemment non seulement corriger ces tendances, mais en plus les accélérer. Donc, la tâche est évidemment rude. Petit rappel du contexte européen dans lequel on s'inscrit, puisque la France ne fait pas de déclaration de contribution nationale directement auprès de la Convention des Nations Unies, dans le cadre de l'accord de Paris. Elle passe par la contribution de l'Union européenne, et ensuite au sein de l'Union européenne, l'effort est réparti entre les États membres. N'empêche que donc l'engagement de l'Union européenne va évidemment avoir un impact sur l'effort que doit faire la France. Donc là, vous aviez les différents scénarios possibles pour l'Union européenne, ces graphiques ayant été faits avant les très récentes propositions qui ont faites à Bruxelles, donc de 60%, de réduction de 60% des émissions en 2030 par rapport à 1990, faites par le Parlement européen, et la Commission ayant statué à moins 55%. Ce qui est une augmentation par rapport à l'objectif de moins 40% qu'avait l'Union européenne jusqu'à maintenant, ce qui va évidemment avoir un impact sur les obligations françaises. Parce qu'avec un objectif de moins 40%, la France avait une obligation de réduction de moins 37%.
Donc forcément, quand l'objectif va passer à moins 55%, on va devoir aussi accroître notre propre effort. Donc vous voyez déjà que tous les tendances et les déficits que je vous ai montrés dans les diapositives avant, c'était par rapport à un objectif qui va probablement être augmenté dans les années à venir. Ça vous montre l'ampleur de l'effort qui nous reste à faire. Petit retour sur la crise de la Covid-19. Donc la crise, donc, je le dis, je rappelle qu'on doit se préparer aux catastrophes tant sanitaires que climatiques. Et surtout, on disait au mois de juillet, donc juste avant les réflexions sur le plan de relance, c'est que la neutralité carbone devait vraiment être au cœur de la relance, et qu'on devait utiliser cette occasion pour faire un effort marqué sur la transition bas carbone, avec ce qui est intéressant sur la réduction des émissions pendant le confinement, les premiers mois de l'année, c'est l'impact que ça a eu sur le transport, avec le transport qui a à peu près 60% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en France qu'on a connues pendant cette période. Ce qui indique bien la sensibilité du secteur dans tous les sens du terme. Donc voilà un petit graphique qui montre la baisse historique qu'on a connue à cause de la Covid, donc qui était vraiment forte, y compris par rapport à la crise de 2008 ou des hivers doux qu'on a connus ensuite, mais qui malheureusement, on peut en être sûr, n'aura pas du tout ce profil l'an prochain, puisque ça devrait suivre la croissance. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'orienter la reprise vers les changements structurels, avec l'évaluation qu'on faisait donc dans le rapport publié en juillet des premières mesures annoncées en mai-juin. C'est qu'elles étaient au vu du climat de faible ampleur, et qu'elles manquaient de suivi et d'évaluation. Et surtout, déjà, on déplorait le manque d'éco-conditionnalité des mesures qui avaient été prises dans d'éco-conditionnalité vis-à-vis des bénéficiaires des mesures, enfin, notamment des entreprises qui étaient bénéficiaires de l'argent public. Et donc, on disait en juillet qu'il fallait renforcer la cohérence des plans de soutien avec les SNBC. Et donc, en fait, dans le rapport annuel, on s'est amusé un petit peu en anticipation des plans de relance de l'économie qui allait être annoncés. On s'est appuyé en fait sur les plans de relance qui ont été créés à la suite de la crise de 2008, mise en œuvre 2009, 2010, etc. Et l'évaluation qui en a été faite dans les années suivantes, donc en Europe et puis dans le monde aussi, parce qu'il y avait les États-Unis qui étaient concernés, et pour évaluer en fait quelles étaient les mesures qui étaient les plus efficaces dans le cadre des plans de relance. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde avec le recul des 10, 12, voire 10-12 ans de ces plans de relance, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, toutes les mesures possibles, elles sont parfaitement connues. Et leurs impacts aussi. Depuis 2008-2009, on sait absolument ce qu'il faut faire, non seulement pour le climat, mais aussi pour le climat dans le cadre d'un enjeu de reprise économique. Et donc, on a identifié les secteurs clés et on a essayé, par anticipation du plan de relance, de les évaluer dans leur impact. Et c'est ce que vous trouvez donc dans le rapport annuel, où on a essayé de croiser donc avec des petits points verts, le plus vert étant le mieux et le vert le plus pâle étant le moins bien. C'est pas négatif, mais c'est plus faible. L'absence de points étant que c'est nul. On a essayé de croiser donc les secteurs et les mesures qui pouvaient être prises avec les impacts que ça pouvait avoir en termes de politique climatique et économique. Donc la rapidité de déploiement, ce qui est intéressant pour un gouvernement, c'est de pouvoir mettre en œuvre tout de suite, hein, c'est de décaisser rapidement. L'impact sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'impact que ça a sur le verrouillage d'investissements qui sont pro-climat, c'est-à-dire qui ont incité les acteurs économiques à continuer à investir dans ce sens et donc avoir un verrouillage positif des investissements, et l'impact aussi en termes de création d'emplois, ce qui est évidemment au cœur des créations, au cœur des plans de relance.
Et il manque une colonne là qu'on trouve, on trouve une 5e colonne dans le rapport annuel, page 46, qui sont aussi les co-bénéfices qu'on peut attendre notamment pour la santé et la lutte contre les inégalités et les vulnérabilités. Parce qu'il y a des mesures qui sont évidemment plus porteuses que d'autres. Et donc, on a essayé d'identifier ça pour 5 secteurs principaux, le bâtiment, l'industrie, l'énergie, et aussi les écosystèmes, les sols et l'agriculture. Tout ça étant évalué pour un déploiement rapide, c'est-à-dire d'ici à 2025, et aussi avec des effets à plus long terme sur la décennie, cette décennie étant quand même cruciale pour les politiques climatiques. Je vais passer à une observation plus sectorielle qu'on a fait dans le rapport annuel, sans m'attarder plus avant, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, on a évidemment regardé le secteur des transports, qui reste le principal émetteur, avec l'impact du transport routier et des émissions qui, je le rappelle, n'ont pas baissé depuis 1990. On s'est aussi intéressé au secteur des bâtiments, parce qu'on sait que ça a un très fort impact sur la trajectoire bas carbone, et qu'en plus, c'est un secteur qui est crucial pour la reprise. On s'est aussi intéressé à l'industrie. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans le rapport, y compris dans le rapport grand public. Et puis à l'agriculture, en proposant pour l'agriculture déjà des politiques de renforcement de capture du carbone par les sols, de production de protéines végétales qui peut avoir un intérêt à la fois du point de vue du climat et puis de l'agriculture et de la reprise. Je voudrais passer rapidement pour arriver à la 3e partie qu'on a consacrée du rapport qu'on a consacré aux régions. On a pensé que c'était intéressant de développer l'outil d'analyse des régions et de voir comment est-ce qu'on pourrait répartir l'effort climatique, l'effort des politiques publiques dans les régions. Donc, on a fait un profil d'émission des régions d'abord, que vous pouvez voir là, donc entre les 6 principaux secteurs d'émission. Et c'est intéressant parce que on a vu d'abord que il y a des petits problèmes méthodologiques avec des problèmes de données entre les régions, mais ça c'est pas très important. Et on a analysé les différents outils des régions, notamment les SRADET, les schémas régionaux pour le développement durable, qui permettent donc aux régions de construire leur trajectoire. Et notez aussi que les émissions des régions ne recouvraient pas leur empreinte carbone, parce qu'il y avait de vraies disparités entre les régions. Et donc on a fait toute une série de cartographies, par habitant, par richesse, avec de fortes différences, comme vous pouvez le voir. Donc avec des émissions régionales qui sont évidemment guidées par la concentration de la population, qui sont guidées par la concentration de la richesse, mais qui sont aussi guidées par la structure du territoire et les spécialisations régionales, et notamment les héritages historiques. Et donc, par exemple, en Bretagne-Normandie, vous allez trouver de forts héritages liés à l'activité agricole, alors que dans les Hauts-de-France ou en région PACA, vous allez trouver de forts héritages liés à l'activité industrielle. Quand en Île-de-France ou dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et essentiellement dans l'ancienne région Rhône-Alpes, vous allez avoir une concentration de population et de richesse qui va être beaucoup plus forte. Donc on a fait plusieurs cartes pour essayer de montrer qu'il y avait des profils assez différents selon les approches, selon donc bâtiment, agriculture, transport, et avec la part des régions dans les émissions nationales. Donc là, vous voyez que pour bâtiment industrie, c'est aussi intéressant. Et que tout cela ne reflétait pas forcément, tout cela rendait un petit peu délicat, difficile l'attribution des efforts en fonction des régions, et qu'en plus, ça ne reflète pas forcément la réalité de la consommation et de l'empreinte carbone des régions. Parce que vous pouvez avoir des régions qui mettent fortement, typiquement, de produits agricoles, comme la Bretagne et la Normandie, pour des produits qui vont être consacrés dans le reste des régions françaises, avec notamment l'Île-de-France qui va apporter beaucoup de produits. Donc il y a un enjeu d'empreinte carbone qui est évidemment plus connu au niveau international, mais qui existe aussi au sein du territoire et qui doit être pris en compte pour
en fait, concevoir les politiques climatiques et concevoir la répartition des efforts en fait, entre les différents acteurs régionaux. Et en plus, la dernière dimension qu'on a voulu souligner, c'est qu'au niveau intra-régional, il y avait de vraies disparités. Donc là, on s'est penché sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour montrer que sur les émissions de gaz à effet de serre territoriales, on a que les émissions territoriales, on n'a pas les émissions sectorielles, mais on avait de vraies disparités au sein de la région entre les métropoles, entre les régions périurbaines, les zones périurbaines, les zones rurales, etc. Donc, ce qui rend plus difficile la question de la définition des politiques climatiques au sein des régions. On s'est attardé sur les compétences des régions et quelles étaient les compétences sur lesquelles la part des émissions climat sur lesquelles les conseils régionaux pouvaient avoir de l'influence. Donc pour essayer de mieux identifier les leviers de l'action climatique qui pouvaient être mis en avant par les régions. Et donc, on en a sorti un certain nombre de recommandations. Donc, au-delà de la question des données, on a souligné le rôle de chef de file du climat que pouvaient avoir les régions, qui était aussi un rôle de coordination et d'animation de l'ensemble des acteurs régionaux et d'articulation du débat avec l'État. Donc, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre, qui ont commencé. Et donc, on recommande, toute la figure détail dans le rapport, donc de renforcer ce dialogue pour mettre en œuvre concrètement la SNBC aussi au niveau territorial et voir qui peut faire, qui doit faire quoi et sur quel secteur et à quelle vitesse. Le quatrième et dernier chapitre, et je terminerai ma présentation avec ça, sur lequel on a voulu insister, c'est celui de la transition juste. Et là encore, un peu comme pour les régions, en fait, vous voyez, le HCC, dans donc, ses 2 premières années d'existence, on a envie de construire aussi nos propres instruments d'analyse qu'on va pouvoir utiliser de manière récurrente. Et on a pensé que d'avoir une vision territoriale, c'était important, se familiariser avec ça pour ensuite avoir des analyses sectorielles, c'était important, et qu'il en est de même avec la transition juste, qui est une dimension importante des politiques climatiques, et qui est finalement assez souvent invoquée, mais assez mal maîtrisée et assez mal connue. Donc on s'est penché dessus, pour rappeler que c'est une notion qui est apparue dans les années 90 en lien avec l'emploi. C'est d'abord une recommandation, enfin une demande des syndicats en disant oui, grosso modo, l'environnement c'est bien, mais il y a l'emploi aussi. Et ensuite, c'est intégré dans les textes internationaux. Donc, l'Organisation internationale du travail le reprend en novembre 2015, donc vraiment dans la préparation de la négociation de l'accord de Paris. Et puis, un mois plus tard, à Paris, en fait, on l'inscrit dans le préambule de l'accord de Paris, donc disant que soulignant l'intérêt et l'importance de la transition juste. À la COP 24, donc en 2018, dans la déclaration de Silésie, c'est pas étonnant, ça se passe en Pologne, la notion de transition juste sur l'adaptation industrielle est prise en compte aussi. Ensuite, c'est repris par le Bureau international du travail. Et puis, l'Union européenne, en 2020, crée son fonds pour la transition juste. En France, on le retrouve dans la lettre de convocation de la Convention citoyenne, la lettre du Premier ministre. Donc voilà, c'est une notion qui est intégrée par les autorités publiques. Et puis, dans la mise à jour de la SNBC qu'on a eue cette année, il y a aussi un objectif qui est assurer une transition juste pour tous. Donc voilà, c'est une notion qui a fait son trou, qui a pris sa place et qui est mise aussi en avant par le GIEC et qui souligne que grosso modo, les politiques climatiques, elles sont possibles, elles sont faisables, on a des instruments, on sait comment les faire, mais qu'il faut absolument prendre en compte cette notion de transition juste si on veut pouvoir les réaliser et le GIEC en souligne aussi toute la pluralité. Donc c'est cette pluralité sur laquelle on a voulu s'attarder dans le rapport du Haut Conseil pour le climat. Je vous mets aussi des petits dessins qu'on a repris du rapport au public, du rapport destiné au grand public. Parce ce qu'on a voulu souligner, c'est qu'il existait différentes perceptions de la transition juste. En fait, il y a vraiment une pluralité d'approches, ce qui impose aussi une pluridisciplinarité quand on s'intéresse à la transition juste de manière un petit peu plus théorique, en tout cas quand on veut éclairer les politiques publiques. Et donc, il y a des perceptions en termes de justice économique
des perceptions en termes de justice sociale, des perceptions en termes de justice démocratique et de participation. Tout cela étant traversé dans chacune de ces perceptions, il y a aussi tous les enjeux d'équité, c'est-à-dire qui fait quoi et à quel niveau. Et voilà, c'est ce qui structure l'ensemble des débats qu'on connaît actuellement en France, en Europe et dans le monde sur la transition bas carbone. Vous avez toutes ces mesures qui se croisent. Pourquoi moi je vais faire quelque chose? Pourquoi moi plus que mon voisin? Et qui va m'aider à le faire, etc. Donc ça renvoie évidemment aux notions de responsabilité dans les émissions et aux notions aussi de vulnérabilité face au changement climatique et d'inégalité dans le traitement du changement climatique. Donc là-dessus, avec ça, on s'est attardé sur les catégories d'instruments de politique climatique qu'on pouvait trouver, que vous connaissez sans doute déjà, donc les incitations économiques, les approches réglementaires, les programmes d'information, tout ce qui est Nutri-Score, score carbone, etc., les interventions directes de l'État en tant qu'investisseur, et puis aussi les actions volontaires, l'ensemble des parties prenantes, des acteurs économiques, des entreprises, la société civile, les ONG, etc. Et puis on s'est attardé sur les critères d'évaluation qui permettent de croiser, en les croisant, qui permettent d'évaluer ces instruments de politique, les politiques climatiques. Et donc à l'intersection de ces critères d'évaluation et de ces instruments naissent des tensions qui poussent les pouvoirs publics à agir soit en fonction des émissions, grosso modo qui émet, pourquoi, comment est-ce qu'on change ça. Donc premier principe bien connu et plébiscité par les Français, d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion qu'on a faites. Le premier principe, c'est le principe du pollueur-payeur. Le deuxième principe, c'est le principe de l'accompagnement dans la transformation. Et puis, on peut aussi agir en fonction de l'inégalité face à la vulnérabilité au changement climatique et à ses effets. Donc, dans le premier point, agir en fonction des émissions, un des principaux outils, c'est la taxe carbone et la tarification du carbone, sur lequel le Conseil climat, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est prononcé à plusieurs reprises de manière très claire en faveur, en soulignant que c'était un outil puissant et nécessaire, qui n'était pas suffisant lui-même, qui devait être accompagné de mesures justement de transition juste, mais qu'il était nécessaire. Donc dans le rapport de cette année, vous pourrez regarder, on s'est intéressé d'un peu plus près à la tarification effective du carbone, et on a notamment noté que la tarification effective du carbone était très inéquitablement répartie par acteur, par secteur et par type d'énergie en France, avec des secteurs qui sont beaucoup plus taxés que d'autres. Et donc aussi on s'est pardon, je reviens un petit peu avant. Voilà. L'exemple de la taxe carbone, donc voilà, agir en fonction des émissions. Donc, on a fourni toute une série de recommandations sur la taxe carbone et l'ensemble des prix l'ensemble des instruments qui contribuent à la tarification effective du carbone, en rappelant qu'actuellement, elle est insuffisante pour atteindre la SNBC, les objectifs de la SNBC, qu'il y a des exigences de transparence, d'effets redistributifs et de justice sociale. Le deuxième aspect, c'est donc agir en fonction des vulnérabilités. D'abord, on a planté un caveat en disant que la transition juste n'avait ni vocation, ni capacité de répondre et de résoudre toutes les questions d'inégalité et de justice en France. Elle doit évidemment les prendre en compte, mais ça ne saurait être un argument pour empêcher la transition bas carbone. Parce que c'est un argument qu'on entend souvent de la part de ce que j'appelle les climato-sceptiques de l'action, en disant ah ben oui, mais on ne peut pas transformer tel ou tel système, tel ou tel secteur parce que ça va faire du chômage, parce que ça va. Alors oui, on prend en compte, etc. Mais on note aussi qu'on a connu de larges transformations économiques depuis 30 ans et que cet argument a moins souvent été systématiquement mis en avant par les acteurs. Donc oui, il faut le prendre en compte, mais que la transition juste n'a pas non plus vocation à elle toute seule à résoudre l'ensemble des problèmes d'emploi en France. Donc il faut prendre des contraintes qui pèsent sur les acteurs économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises. Il faut aussi anticiper leur exposition au risque et les inégalités futures qui peuvent résulter des politiques climatiques, parce qu'il y en a. Et puis aussi valoriser les co-bénéfices climat et compenser les inégalités de la transition juste.
Petit rappel qu'on a mis dans le rapport du Conseil pour le climat, c'est qu'il faut aussi interroger le contenu carbone des modes de vie. Donc, on a pris les émissions de carbone en fonction des activités, enfin, des secteurs et des déciles de revenus de la population. Et c'est un graphique qui parle de lui-même et qui est assez intéressant pour voir quels sont les secteurs sur lesquels on peut agir en fonction des revenus. On s'est aussi interrogé sur la question de la transition juste et de son acceptation, on va dire, démocratique. Ce qu'on note dans le rapport, c'est qu'il y a un contexte social global de défiance vis-à-vis des institutions qui existent et que voilà, c'est un obstacle supplémentaire à la transition juste, on en parle. Donc rappeler que l'État est quand même garant in fine de la mise en œuvre de ces politiques publiques, que les politiques de transition juste ont aussi des effets bénéfiques sur l'emploi et la santé, et qu'elles doivent prendre en compte les inégalités. Et on a réalisé quelques enquêtes d'opinion pour le Conseil pour le climat, qui ont interrogé donc des panels sur les différents aspects des politiques climatiques, sur quel doit être l'impact de la transition économique et aussi sur le niveau d'inquiétude des Français sur vis-à-vis du climat. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même 59% de gens qui sont inquiets, très inquiets aujourd'hui vis-à-vis du climat et que ça passe aux 3/4 de la population pour les 10 prochaines années. On a quand même un quart de la population qui est extrêmement confiant, extrêmement confiant sur ce qui va se passer vis-à-vis du climat dans les 10 prochaines années. Donc, heureux les innocents, moi je dirais. On dirait que la proportion d'hommes est supérieure. Donc, c'est tous ceux qui sont au volant d'un SUV. Et on a aussi interrogé les Français sur l'urgence d'agir en matière de réchauffement climatique. Et on note quand même que là, il y a quand même un énorme consensus sur le besoin et l'attente vis-à-vis de politique climatique. Alors après, le problème, c'est que la question qui va se poser, c'est oui, mais plutôt, il faut que ce soit le voisin qui fasse des efforts là. Donc là, c'est tout l'enjeu des transitions justes de ce que je racontais avant. Et c'est à l'État de mettre ça en place et de faire en sorte que ça fonctionne. En fait, grosso modo, il y a quand même une énorme attente, je pense, qui est très largement transpartisane et trans-opinion sur ce qu'on va faire vis-à-vis du changement climatique. Voilà, j'en terminerai là parce que je crois que j'ai épuisé mon temps largement. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir rendu justice au travail assez intense qu'on a fourni au sein du Haut Conseil pour le climat cette année et je suis prêt à répondre à vos questions si c'est dans mes compétences. Merci. Merci beaucoup. Complet. On va ouvrir les débats avec aussi les questions des autres que tu vas transmettre Martin. Je vais pouvoir commencer. Il y a beaucoup de... Enfin, justement, vous avez mis en avant plusieurs dimensions qui sont différenciées. Donc, l'impact régional différencié, l'impact aussi vis-à-vis de la distribution du revenu des secteurs. Je n'ai pas complètement compris que l'articulation, par contre, des politiques est préconisée pour prendre en compte chacun de ces éléments qui peuvent avoir des impacts très, très différents. Est-ce que dans vos recommandations, on arrive à cibler en fait certains types d'instruments qui répondent de façon particulière, par exemple, à l'inégalité territoriale ou à l'inégalité dans les revenus ou à cette sectorielle? Alors, nos recommandations ne descendent pas à ce niveau de granularité, hein, parce que d'abord, on n'aurait pas eu le temps de développer ces recommandations à ce niveau de détail pour le rapport cette année. Ensuite, nous, on pense que là, pour le coup, c'est vraiment chacun des acteurs et là, pour le coup, des niveaux territoriaux, que ce soit l'État ou les régions ou les EPCI aussi, enfin les établissements publics intercommunaux, de prendre en main ces instruments, parce que
ce qu'on constate, ce qu'on a voulu montrer avec la petite cartographie qu'on a faite, c'est que vous avez vu, il y a des situations extrêmement différentes au sein des régions. Et encore là, on parle des nouvelles régions qui sont des macro-régions. Je pense que si on avait eu le découpage pré-président Hollande, on aurait eu encore plus de disparités en fait, entre les régions. Je sais pas, Rhône-Alpes-Auvergne, par exemple, je pense qu'il n'y avait pas du tout le même profil qu'aujourd'hui. Vous avez deux pôles quand même qui sont très, très différents. Donc, je pense que ce serait un peu vain pour nous, pour le conseil de le faire. C'est pour ça qu'on s'est plus focalisé sur la méthodologie, qui reste sans doute à affiner, et je n'exclus pas qu'on le fasse un jour. Mais là, c'est vraiment à chaque acteur de dire, bon, ben moi, pour mon territoire, et vu le niveau de concertation que j'ai, etc., quelle politique publique, enfin, quel instrument de politique publique je privilégie, quels moyens réglementaires, éventuellement fiscaux, je dispose. Ce ne sont pas les mêmes pour l'État ou pour un établissement intercommunal. Et comment je mène ça, quels critères je mets, et ensuite quels critères de justice aussi, de transition juste j'applique. Et ça, donc nous, on n'a pas été en mesure de le faire, et je pense qu'on n'a pas voulu le faire très clairement. Et ça aurait été un peu artificiel, je pense, de le faire. Moi, je voudrais d'abord remercier beaucoup Olivier pour cette présentation du travail qui est fait par le comité. J'avais trois questions. La première, c'est sur le rôle de la SNBC dans la stratégie bas carbone. On voit clairement à travers les travaux du Haut Conseil que cette SNBC est un peu, comment dire, un peu hors sol hein, par rapport à la pratique gouvernementale. Ma question, c'est est-ce que le Haut Conseil s'est intéressé ou va s'intéresser au mode de fabrication de la SNBC? J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème sur comment est-ce qu'on produit une SNBC, quels sont les acteurs qui sont impliqués dedans. Et pour faire simple, je pense que notamment, pour beaucoup d'acteurs politiques, la SNBC est comme une espèce de variable exogène qui leur arrive. J'avais une deuxième question qui m'a dit que parmi les objectifs de mission du Conseil, il y avait dans un deuxième temps la question d'adaptation au changement climatique. On voit clairement que dans le deuxième alinéa de ton approche, de votre approche sur la justice, c'est bien la vulnérabilité différenciée des territoires et des acteurs par rapport aux impacts climatiques. Donc, une question, c'est quoi le calendrier et le prochain rapport de Haut Conseil sur l'adaptation? Moi, je suis absolument persuadé que si on veut accélérer la réduction de la baisse des émissions, il faut simultanément accroître et massivement expliquer les politiques d'adaptation aux impacts, parce que pour beaucoup de citoyens, le changement climatique, c'est d'abord des impacts qui subissent. C'est notamment vrai pour l'agriculture. Si on veut mobiliser les agriculteurs, il faut vraiment coupler les politiques de réduction d'émissions avec des actions d'adaptation. Et ma troisième remarque, question, concerne l'approche territoriale et régionale que vous faites. Donc, je trouve que c'est absolument passionnant hein, que le Haut Conseil descende au niveau infranational, hein, parce qu'on sait bien que c'est quand même une grande partie des émissions à l'échelle territoriale que ça se joue et pas dans les ministères parisiens. Ma question c'est, est-ce que vous n'auriez pas intérêt dans le futur à vous poser aussi la question de l'échelle municipale ou intercommunale, parce que je crois que beaucoup d'instruments et d'actions sont en réalité au niveau de la municipalité ou des intercos. Et on voit qu'il y a quand même un mouvement assez fort hein, des grandes villes pour le climat. Alors il y a une part de communication là-dedans, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui se jouent vraiment à l'échelle intercommunale, enfin municipale et intercommunale. Voilà mes trois questions. Merci Christian. Alors, sur la méthodologie de la SNBC et son mode de construction, oui, c'est évidemment un de nos
un de nos sujets d'intérêt et sur lequel on a déjà commencé à se pencher et sur lequel on va continuer à se pencher sous deux angles en fait. D'abord, sous l'angle des hypothèses de la SNBC, c'est-à-dire voilà, quelles sont les hypothèses qui conduisent à penser qu'on pourrait être neutre en carbone en 2050, quelles sont les hypothèses qui conduisent à penser qu'on pourra avoir un puits de carbone de cette dimension, parce que l'enjeu il est vraiment là. Comment est-ce qu'on garantit que le puits de carbone il sera de cette taille, pourquoi pas plus grand, est-ce qu'il sera pas plus petit vu les dommages subis déjà actuellement par les sols et les forêts quand on est à plus 1 degré, donc en 2050 visiblement la situation sera quand même beaucoup plus difficile, il y aura beaucoup plus de stress sur les puits de carbone. Est-ce qu'il faut donc anticiper de réduire plus des émissions, enfin voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on a clairement en tête. Si on ne l'a pas encore fait, c'est vraiment purement pour une question de temps et de moyens. Donc, qu'on n'a pas encore fait, mais là, par exemple, sans trahir de secret, on a eu la session de septembre du Haut Conseil pour le climat, on a eu de longs échanges sur un travail à faire. Après, comment, avec quels moyens, mais prochainement sur les forêts et sur l'enjeu des puits de carbone qu'il y a derrière, mais aussi le carbone des sols, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a complètement en tête. Et le deuxième aspect de la SNBC sur lequel on entend être vigilant, et si possible en accompagnement du ministère de la Transition écologique qui fait ça très bien, c'est le développement d'indicateurs beaucoup plus précis de la SNBC. Parce qu'en fait, ça rejoint tous les enjeux de l'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour faire simple, il est extrêmement difficile pour la plupart des mesures ou des investissements qu'on prend, des lois ou des investissements, de dire telle loi ou tel investissement va émettre tant de carbone dans 20 ans. C'est généralement impossible, ou en tout cas extrêmement difficile. Et donc, ce qu'on recommande, ce que le bon sens recommande aussi, c'est qu'on crée toute une batterie d'indicateurs qui agissent un petit peu en tant que proxy pour chacun des secteurs des SNBC et qui permettent de dire voilà, cet indicateur là il va dans le bon sens ou il va pas dans le bon sens. On ne sait pas exactement combien de kilos de CO2 ou de tonnes de CO2 ça fait. On le verra avec les émissions avec 1 ou 2 ans de retard, mais là on sait que ça va dans le bon sens, qu'il faut accentuer, ou que ça ne va pas du tout dans le bon sens et qu'il faut corriger ça. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est de créer une batterie vraiment, de suivi d'indicateurs, de suivi presque en temps réel des secteurs économiques qui émettent le plus de carbone. Donc là-dessus on insiste beaucoup, si on peut contribuer on le fera, mais je crois savoir que la DGEC du ministère de la Transition écologique travaille actuellement sur le sujet, devrait avoir le premier résultat avant la fin de l'année. Sur l'adaptation, ça c'est un peu notre arlésienne, je crois qu'on en parle très souvent. Il y a un problème d'approche, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur l'adaptation, qui ont été plutôt bien faites. Je pense au rapport d'Antec, le rapport du Sénat, qui est un excellent rapport, qui fait un tour d'horizon complet. La société civile aussi a beaucoup contribué. Récemment, il y a le rapport du Comité 21 qui est aussi très intéressant, qui a bien travaillé sur l'adaptation. Donc, c'est des points de vue complémentaires qui offrent un panorama. On n'est pas ignorant sur l'adaptation en France aujourd'hui. Donc, quelle peut être la valeur ajoutée du HCC là-dessus? On ne va pas juste reprendre ce qui a été fait, ça n'a aucun sens. Donc, il faut trouver l'angle qui permette d'établir, d'en tirer la substantifique moelle et puis d'établir une synthèse qui permet d'aller plus loin. Après, il y a un vrai enjeu, encore une fois pour nous, de calendrier, de temps et de personnel. Donc, on réclame un petit peu plus de moyens à l'État, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de traiter un rapport d'adaptation en tant que tel. Ce qu'on a par contre décidé de faire, c'est dans tous nos approches sectorielles, c'est d'avoir aussi une approche adaptation. Donc, par exemple, là, on va traiter l'agriculture. Dedans, on aura une approche d'adaptation qui est en plus absolument fondamentale pour le secteur agricole. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire, et surtout pas, je ne voudrais surtout pas préjuger de la grande sagesse du Conseil pour le climat qui décidera bien de lui-même, mais est-ce qu'on fera un jour un rapport 100% purement adaptation? Peut-être, pourquoi pas, sous quel angle, je ne sais pas. Mais oui, de toute façon, l'adaptation, on va en parler. Comme tu l'as dit, vu le profil des émissions, vu comme le temps passe, ce serait vraiment stupide de ne pas s'intéresser à l'adaptation.
c'est un élément extrêmement important des politiques climatiques. Et la troisième question, c'était sur l'approche territoriale et l'approche intercommunale. Complètement d'accord, ça c'est une réflexion qu'on s'est faite en fait au fur et à mesure que les collègues travaillaient sur la dimension régionale, qui, je pense, était nécessaire. On devait passer par cette dimension régionale fallait qu'on fasse ce travail, qu'on établisse ces cartes, qu'on a publiées, etc., pour montrer que les régions ont vraiment ce rôle de chef de file et de coordinateur. Mais en même temps, on se rendait bien compte qu'il y a énormément de choses qui relèvent des municipalités et des établissements intercommunaux, là où sont les moyens d'action. Alors, ce qui dédouane évidemment pas l'État de sa responsabilité et de son rôle, mais et puis en termes de vie quotidienne et notamment aussi pour revenir sur l'adaptation, il y a énormément de choses qui sont à ce niveau. Mais voilà, tout est dans tout. Prenez le transport entre le rôle, le transport, les communes, les départements, la région et l'État ont tous des responsabilités en matière de transport. Donc là, il y a vraiment que de la coordination et du travail ensemble qui peut se faire. Ouais. Oui, mais enfin je suis peut-être un peu optimiste, mais on est quand même un pays plutôt extrêmement développé, plutôt bien doté par la nature, avec un haut niveau de formation. On devrait pouvoir y arriver. C'est pas hors de portée. Alors, si je peux me permettre, il y a deux questions en ligne. La première, c'est, alors je cite, M. Fontan nous a bien présenté comment et où flécher les investissements en faveur de l'atténuation du changement climatique, mais comment désinvestir sur les actifs échoués. Et la seconde, elle concerne le graphique avec les émissions cumulées des pays dans le monde. Et la personne voudrait avoir plus d'explications sur quel message on peut tirer en particulier. Ok, alors sur les plans de reprise, de relance, de sortie de crise, etc., un message qu'effectivement je n'ai peut-être pas assez souligné dans la présentation, mais qui est extrêmement clair dans le rapport annuel et dans le rapport grand public, c'est que le premier principe absolu de l'ensemble de ces plans, c'est ne pas nuire. C'est-à-dire qu'avant de faire du vert, du pro-climat, surtout arrêter de faire du gris, du marron, du sale et de l'anti-climat. Donc très concrètement, ça vise les subventions aux énergies fossiles et toutes les subventions à des secteurs carbonés qui se font, alors, qui peuvent se faire au nom de la raison économique, de l'emploi, etc., et puis de la transition, parce que évidemment, on ne va pas passer d'un système entièrement décarboné du jour au lendemain, il y a une transition, et donc ces systèmes perdurent, mais que cet appui budgétaire, économique, de l'argent public, en fait, se fasse à travers de conditions de transformation de ces secteurs et d'adaptation. Donc ça, c'est vraiment le premier message du Conseil, c'est ne pas nuire, et deux, ensuite, faites du vert, faites du pro-climat le plus possible. Donc ça, c'est extrêmement clair. Sur les actifs échoués en particulier, on ne s'est pas prononcé, le Conseil ne s'est pas prononcé, parce que bon, il y a quand même une dimension internationale, supranationale extrêmement forte dans la dimension qu'a pris la bulle carbone et les actifs échoués. Moi, ce que je note, c'est qu'il s'arrive de plus en plus, il s'impose de plus en plus dans le débat. C'est bienvenu, parce que si je me souviens des chiffres que Mac Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, mentionnait en 2015, il parlait d'une bulle de 20 000 milliards de dollars d'actifs échoués, qui, si évidemment elle venait à exploser ou à se déstabiliser, serait une déflagration absolument monstrueuse pour l'économie mondiale. Donc on n'en est pas là, mais il va falloir dégonfler la bulle. Donc il y a probablement à faire en France, mais c'est aussi une question internationale. En tout cas, pour répondre très directement à la question, c'est pas un point qu'on a traité expressément dans le rapport 2020 du Conseil pour le climat. Et sur le petit graphique qui était réalisé par la Banque mondiale que j'ai montré sur la part de responsabilité dans les émissions historiques, c'était aussi pour rappeler cette dimension qu'il y a le climat a un passé et un passif, les émissions ont un passé et un passif qu'on oublie un petit peu souvent dans les pays de l'OCDE. Et c'était pour répondre un peu par anticipation à
la critique qu'on entend régulièrement qui dit oui, mais la France, c'est 1% des émissions mondiales. Donc, grosso modo, quoi qu'on fasse, on se casse la tête vraiment pour rien, essayer de faire des politiques compliquées alors que voilà, on représente que 1% des émissions mondiales. Mais il ne faut pas oublier ce graphique dans le sens où on a représenté beaucoup plus dans les émissions mondiales, que notre prospérité passée, d'où découle notre prospérité actuelle, a reposé aussi sur cette responsabilité historique et que on doit aussi faire ces efforts, non seulement au titre de nos 1% d'émissions mondiales, au titre du fait qu'on est des pays riches avec des moyens technologiques et qu'on peut se permettre de le faire, plus que d'autres, au titre de notre responsabilité historique, et au titre aussi qu'on a un certain rôle politique à avoir, et que donc on doit montrer l'exemple et prendre le leadership là-dessus. Ouais, alors, il y a deux questions qui sont arrivées entre temps. Merci beaucoup. La première, c'est à propos de la vision sectorielle du prix du carbone. Quelles sont les pistes pour harmoniser et reprendre une trajectoire à la hausse pour donner le bon signal prix? Faites-vous le lien entre les réductions par secteur depuis 90, entre les réductions par secteur depuis 1990 et les prix de la tonne de CO2 par secteur? Alors, le problème, c'était quelles sont les mesures sectorielles qu'il faut? Quelles sont les pistes pour améliorer et reprendre une trajectoire à la hausse pour donner le bon signal prix? C'est le dégel de la taxe carbone. C'est-à-dire que la taxe carbone devait suivre une trajectoire de croissance qui était indiquée dans la loi de finances, si je ne me trompe pas, et donc qui était gelée à un certain stade, alors que normalement, oui, il y a une trajectoire de croissance bien claire. Ce que recommande le Conseil pour le climat, c'est qu'on dégèle la taxe carbone et qu'on reprenne la trajectoire de croissance avec, encore une fois, parce qu'il faut le répéter souvent pour éviter de se faire attraper, mais avec toutes les mesures d'accompagnement social, etc., qui sont requises par les inégalités que ça peut créer, certes, mais il faut reprendre cette trajectoire de taxe carbone. Sinon, il manque un instrument, et à ce jour, si l'État décide de se passer de la taxe carbone, il faut qu'il crée l'instrument qui manque en regard de la taxe carbone. Ensuite, sur la corrélation entre le prix du carbone et les diminutions d'émissions sectorielles depuis les années 90, c'est ça? Non, alors là, je n'ai pas la capacité de faire cette analyse. Non, désolé. C'est une bonne question. Donc, il reste quelques pistes, peut-être. Éliminer à peu près en même quelle relation vous avez entretenu avec les là, ils sont encore en bataille politique pour essayer de faire passer leur proposition. Leur faire profiter de la. C'est une vraie question à tiroir, ça. Alors, la Convention citoyenne, quand elle s'est mise en place, nous, on leur a fourni un petit peu de documentation en fait, pour aider à l'édification des citoyens qui, pour la plupart d'entre eux, ne connaissaient pas tous les détails sur les politiques climatiques. Donc, on a contribué en ce sens. Ensuite, il y a plusieurs membres du Conseil pour le climat qui sont intervenus dans la Convention. Soit à titre individuel, soit pour représenter le Conseil. Il y avait des membres du Conseil pour le climat qui étaient dans le comité d'organisation de la Convention. Mais après, on n'a pas eu de relation plus formelle que ça. On n'a pas eu de participation, on va dire, plus institutionnelle aux travaux. On a salué les travaux et puis surtout, d'abord, on a salué le processus qui a été mis en place par le gouvernement et l'initiative qui a été prise par le président de la République sur cette Convention citoyenne. On a souligné tout l'intérêt de leurs travaux. On ne s'est pas prononcé ni sur chacune des 150 mesures, ni sur l'évaluation de chacune de ces mesures, qui sont très diverses. Hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des choses très structurelles, il y a des choses beaucoup plus conjoncturelles, on va dire. Après, oui, alors vous avez noté que la Convention citoyenne a découvert, après le réchauffement climatique, les notions de rapport de force politique. C'est pas une surprise, c'est normal. C'est ce qu'on dit un petit peu dans le chapitre sur la transition juste. Hein. Il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont légitimes. Alors certains plus que d'autres, mais en tout cas les gens les défendent légitimement. C'est normal, ça fait partie
du jeu économique et politique. La Convention citoyenne rentre là-dedans. C'est pas, moi, ça ne me surprend pas. Il était presque temps. C'est normal que ce qu'ils proposent ne satisfasse pas tout le monde, ou qu'il y ait des objections, qu'il y ait des nouvelles explications à donner. Nous, on n'a pas particulièrement de légitimité à leur apporter à leur position. Je pense qu'ils se débrouillent très bien tout seuls. Voilà, on écrit des tas de choses, on en dit certaines, on expose. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et voilà, mais bienvenue au grand débat sur les politiques climatiques qui posent problème, certaines plus que d'autres. Et ce qui pose problème à tout le monde, en fait, ce qui est une vraie difficulté, c'est la rapidité avec laquelle on doit procéder. Tout ça parce qu'on n'a rien fait depuis 30 ans, alors que les scientifiques nous prévenaient, et qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à une situation où il faut qu'on fasse énormément en très peu de temps. Et forcément, ça froisse beaucoup d'habitudes. Enfin, ça froisse toutes nos habitudes. Est-ce que le Conseil pour le climat a des homologues dans les pays européens? Et si oui, est-ce que vous êtes en discussion avec eux pour discuter des trajectoires européennes de façon justement neutre quand vous allez faire confiance? Alors, le Haut Conseil pour le climat a des homologues dans d'autres pays européens. Celui qui nous ressemble le plus, parce que c'est celui dont on s'est inspiré, c'est le Council on Climate Change du britannique. Même s'il a la chance d'être beaucoup mieux doté que nous, parce que je crois qu'ils ont en temps normal 25 personnes qui travaillent au secrétariat, alors que nous, on n'est que 6. Donc, malheureusement, l'imitation n'a pas été poussée à son terme. Mais grosso modo, on a à peu près les mêmes fonctions. Après, il y a des formes similaires qui existent en Allemagne. Je crois qu'il y a un Expertenrat pour le climat qui a été mis en place il y a quelques semaines, mais qui n'a pas exactement les mêmes dimensions. Il me semble qu'il y a quelque chose qui existe en Suède aussi. L'Union européenne la Commission européenne vient de proposer de mettre en place un conseil consultatif pour l'Europe. Alors, on ne travaille pas ensemble pour l'Europe, dans le sens où on ne se prononce pas conjointement et collectivement sur les trajectoires européennes. Après, on est en contact ensemble de manière plutôt informelle, c'est plutôt sur les méthodes de travail, on regarde souvent ce qu'a fait le Conseil britannique sur les sujets sur lesquels ils sont passés avant nous, ou tout simplement sur la manière dont ils se sont exprimés, dont ils l'ont mis en forme pour le présenter au gouvernement. Après, je sais que nous, dans notre courte existence, on a produit quelques éléments, y compris les rapports au grand public d'ailleurs, qui les ont intéressés ou qu'ils n'avaient pas fait, ils ont trouvé ça intéressant. Donc ça va probablement influer sur leur travail aussi. Pour la stricte Union européenne, puisque malheureusement les collègues britanniques sont partis voir ailleurs. Donc on a maintenant les Allemands, les Suédois. Je sais que les Espagnols étaient très intéressés, qu'il y avait un petit momentum pour pousser à la création d'un conseil pour le climat espagnol, ce serait très bien. Voilà, peut-être qu'une fois qu'on sera un petit peu plus nombreux et un petit peu plus homogène en termes de forme et de fonction, on aura peut-être un rôle plus collectif, plus fort. Surtout, si j'ai bien compris, d'après le projet de loi que j'ai vu du Conseil consultatif européen, l'idée serait qu'il y ait des membres des conseils nationaux qui soient délégués auprès du Conseil européen pour participer à ces travaux ou à ces avis. Donc voilà, c'est une histoire à écrire, mais elle va s'écrire. Si je peux me permettre, il reste encore un petit peu de temps. Pour l'instant, il y a 4 questions. Alors, la première, elle est sur le méthane. Alors, d'après certaines études récentes montrent que dans le cadre de l'urgence climatique, le méthane est bien plus dangereux que le CO2, puisque l'élévation de la température du méthane est 25% plus élevée que celle du CO2, alors que les émissions annuelles de CO2 sont 100 fois supérieures. Cette différence change complètement les urgences à traiter. Et du coup, la personne s'étonne que le rapport ne traite pas cette question du méthane. C'est le premier point. La seconde, c'est pensez-vous que les critères actuels définissant la finance verte vont suffire pour atteindre les objectifs climatiques? On commence avec ça. Ok. Je commence avec le méthane. Donc en fait, le méthane est évidemment traité dans le rapport annuel, tout simplement parce que
pour des facilités d'expression sur que ce soit les scientifiques ou les politiques publiques, résume l'ensemble des gaz à effet de serre en équivalent CO2. C'est-à-dire que les différents gaz à effet de serre ont des durées de vie dans l'atmosphère qui sont différentes du CO2, souvent plus brèves. Le CO2, c'est grosso modo un siècle. Le méthane, c'est plutôt une vingtaine d'années. Et ils ont des pouvoirs de réchauffement qui sont différents. Donc, effectivement, le méthane réchauffe, je crois que c'est plus que 25 fois plus que le CO2. C'est beaucoup plus, il me semble que c'est plutôt de l'ordre de 1 à 70, mais à vérifier. Ok, merci Christian. Et donc, en fait, pour des facilités de calcul, il y a un petit taux de conversion de chacun pour le méthane, pour le dioxyde de soufre, etc., pour ramener tout ça à un équivalent CO2. Donc, dans la plupart de nos chiffres du rapport, c'est marqué équivalent CO2. Ça veut bien dire qu'on a pris en compte l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est pour une partie de la réponse. Néanmoins, je comprends la préoccupation sur le méthane, une préoccupation qu'on ne traite pas directement dans le rapport, mais qui apparaît dans beaucoup de publications scientifiques ou plus grand public ces derniers temps, où on observe au niveau mondial une forte croissance des émissions de méthane, donc qui serait liée l'augmentation de la croissance serait liée notamment à l'exploitation des hydrocarbures, peut-être donc notamment à l'exploitation du gaz de schiste et aux fuites de méthane aux fuites de gaz, aux fuites de méthane lors de l'exploitation des énergies fossiles. Et sinon, pour ne pas oublier que le méthane est une des productions principales du secteur agricole et que là aussi il y a un fort enjeu de réduction du méthane. Sur les critères de la finance verte, si vous me proposez de renforcer les critères de la finance verte et de les rendre encore plus obligatoires, j'achète, je dis oui tout de suite. En France, on a été assez pionnier avec le sujet, avec ce fameux article 173 qui a beaucoup intéressé le monde entier sur en fait l'adéquation de la finance et des entreprises vis-à-vis des politiques climatiques et de leurs engagements climatiques. Moi, les rapports d'évaluation que j'ai lus, il y a un petit moment, il y a plus d'un an déjà, étaient un petit peu porter des bémols sur la mise en œuvre de l'article 173 et sur son impact. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui font le job, effectivement, qui sont sérieusement mis non seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit de l'article 173. Il y a un certain nombre d'entreprises qui respectent plus la lettre que l'esprit, on va dire. Ok, ils ont rendu le rapport, le contenu est plus anodin. Et puis, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore un grand nombre d'entreprises qui ne suivent ni l'esprit ni la lettre de l'article 173. Donc, voilà, c'est un bon début. Peut mieux faire, comme on dit, dans les bulletins des élèves méritants. Il y a probablement un champ de travail qui est mis en œuvre pour l'ensemble des entreprises. Il y a tout un tas d'initiatives qui existent sur les science-based targets, donc c'est pas des secteurs qui restent passifs, loin de là, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Après, peut-être que l'État pourrait donner un petit coup de pouce, un petit coup de fouet à tout ça en entrant de manière un petit peu plus rigide sur la régulation, ça pourrait aider. Donc voilà, il y a des progrès à faire. Deux dernières questions, du coup, je vais prendre dans l'ordre. Alors, l'une, c'est sur l'évolution du coup des quotas CO2 des WTS. Est-ce que, selon vous, c'est un levier à horizon visible? Ça, c'est pour la première question. Et la seconde question, c'est avez-vous des exemples de mesures accompagnant une taxe carbone pour rendre celle-ci plus juste, qui aurait été potentiellement implémentée dans des pays? Alors, sur l'évolution j'imagine c'est on parle de l'évolution du prix du carbone du marché d'échange, du marché européen d'échange de quotas carbone. Alors ça, c'est un point sur lequel le Conseil pour le climat s'est arrêté dans son rapport spécial pendant le confinement.
parce qu'on avait noté que, évidemment, le coût le prix du carbone sur le marché européen s'était effondré et avait rejoint quasiment ses minimums historiques après une lente et laborieuse montée ces dernières années. Et donc là, pareil, en fait, c'est tout l'enjeu de la croissance d'un prix du carbone et de la stabilité de la croissance. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un signal ferme, donc avec un prix du carbone de plus en plus important, c'est assez essentiel, et un signal stable pour que les acteurs économiques, et notamment les investisseurs, puissent l'intégrer dans leurs prévisions, dans leurs calculs et dans leurs investissements. Donc quand vous avez un marché erratique, forcément vous ne remplissez pas ni l'une ni l'autre des fonctions. Donc tout l'enjeu derrière les prix du carbone, et j'admets, dans ma grande ignorance, j'ignore combien le prix du marché carbone est cette semaine. 30, ok. 30, ok, ça reste. Il était tombé à 15, son minimum historique c'était plutôt 8-9. Enfin, il était tombé à un niveau qui remontait à 2011, si je me souviens bien. Et donc voilà, il est à 30. Ce qui est assez bien, donc il faut poursuivre cette hausse. Donc l'enjeu en fait c'est celui d'un serpent monétaire du prix du carbone, on va dire, c'est-à-dire d'un prix plancher, éventuellement d'un prix plafond et d'une hausse programmée, puis sur lequel, enfin d'un intervalle sur lequel le marché puisse éventuellement s'exprimer, mais enfin fortement encadré. Donc c'est une proposition que de nombreuses personnes font depuis longtemps en Europe. La France l'a porté, si je me souviens bien. Il y avait un gros obstacle outre-Rhin qui était contre avoir un prix plancher du carbone. Si je comprends bien, l'obstacle allemand est levé. Ils se sont exprimés en ce sens à un niveau très officiel au début de l'année. Donc il faut le mettre en œuvre et le plus tôt sera le mieux. C'est vraiment essentiel. Et puis alors des mesures accompagnant la taxe carbone. Là, spontanément, j'en ai pas. Je sais qu'au moment du débat sur la taxe carbone, il y a des tas de propositions qui ont été faites sur comment accompagner les ménages qui sont touchés par la taxe carbone. Donc là, je pense qu'il suffit de faire appel à l'historique, ne serait-ce que d'Internet, pour trouver des tas de propositions qui permettent effectivement de lisser les efforts sur plusieurs années de la taxe carbone, qui permettent en fait d'accompagner les ménages ou les entreprises, enfin l'ensemble des acteurs économiques, sur l'impact certain de la taxe carbone, en permettant de changer d'adapter leur mode de chauffage. Donc ça, c'est l'intérêt de la rénovation énergétique des bâtiments, de changer de mode de transport, de calibrer leurs investissements pour les entreprises. Enfin, je suis persuadé que là-dessus, il y a des tas d'exemples et de politiques publiques qui ont été donnés au moment du débat sur la taxe carbone. Là, pour le coup, l'imagination n'a pas fait défaut. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce FLM. Très intéressant. Merci Olivier d'être venu éclaircir sur ces grands thèmes qui sont aussi des thèmes chez nous, des affaires privées. Donc, je pense qu'on a absolument pas fini de réfléchir sur ces questions. Et je vous donne rendez-vous au prochain FLM qui sera un FLM recherche sur l'économie circulaire. Merci à tous. Merci.